Cette hack-là, depuis 14 ans, est devenue une institution dangereuse pour la presse. Alors que sa mission, c'est de protéger les journalistes. Et cette institution est devenue un bourreau pour tous les journalistes togolais. En tout cas, les journalistes critiques. Dès que vous critiquez le régime, on vous convoque tous les jours. Mais il y a des gens, ils peuvent se lever chaque matin, ils vont insulter les opposants, traiter les opposants de tous les noms. Il y a des gens qui sont sur la toile. Ils insultent tous les jours des gens. Personne ne les convoque. Personne ne leur demande rien. Il y a des gens qui sont sur New TV, cette télévision de fake news, qui insultent tous les jours les chefs d'État de la région. Soi-disant qu'ils sont des analystes, qu'ils sont des politologues. Chaque matin, ils insultent Ouattara, ils insultent Talon, ils insultent les gens. Ce n'est pas des analyses, c'est des insultes à visage découvert. Pensez-vous un seul instant à supposer qu'un média au Bénin fait des émissions chaque dimanche où il y a des gens qui viennent insulter Faure Gnassingbé. Vous trouvez que c'est normal? À supposer qu'on a au Bénin un média qui est là, où des gens viennent chaque matin insulter Faure Gnassingbé. Ou bien en Côte d'Ivoire, il y a des médias où des gens viennent, ils insultent Faure Gnassingbé chaque jour. Vous trouvez que c'est normal? Mais New World TV le fait tous les jours. Chaque jour, ils insultent les chefs d'État comme de n'importe quoi. Mais la hack ne les rappelle pas à l'ordre. La hack ne les interpelle pas. Mais plus grave, ils utilisent même des fake news pour faire des analyses. Ils diffusent des fake news pour faire des analyses. C'est sur New World TV qu'on a diffusé une fausse interview de Tigri. Ça n'a jamais existé. Mais ils ont diffusé ça. Mais la hack ne les a jamais interpellés. Parce que la hack connaît le propriétaire de New World TV. Donc eux, ils peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi. Parce que la hack les connaît. Il connaît le propriétaire de New World TV. Donc, monsieur Telou, je ne sais pas comment il s'appelle, il est assis confortablement là-bas, flanqué de son ami Pierre Sabi Kasséré, et toute leur préoccupation, c'est de faire taire tous les journalistes qui critiquent le régime. Et parfois, ils vont même chercher de l'argent pour faire ça. Et je prends la responsabilité de le dire. Les gens qui sont à la hack, ils vont prendre l'argent chez des opérateurs économiques pour sanctionner des journalistes. Ils vont prendre de l'argent chez des ministres pour sanctionner les journalistes. Et pourtant, la fonction qu'ils exercent leur interdit ça. Ils vont prendre de l'argent chez des gens qui sont mis en cause par des journaux pour amener ces journaux à faire des droits de réponse pour tout ça. Oh mais Ronaka, je sais de quoi je parle. Il y a des gens à la hack. Leur méthode, c'est le bitos. Ils appellent des ministres pour dire, monsieur le ministre, tu as vu l'article qu'on a écrit sur toi? Il faut envoyer une plainte, on va le convoquer. Monsieur l'opérateur économique, vous avez vu l'article que tel journal a écrit sur vous? Il faut envoyer une plainte. On va le convoquer. Et ils vont après prendre de l'argent chez ces gens-là. C'est ce que la hack est devenue. C'est devenu une institution hémiplégique. Il y a ceux qui sont décédés, qui n'ont jamais été remplacés. Il y a ceux qui sont malades. Certains ont fait des AVC. Ils n'ont même plus l'usage facile de la parole. Mais chaque ils viennent, ils s'asseyent là-bas et ils sanctionnent les gens. Ils sont hors mandat, hein, depuis 4 ans. Ils sont hors mandat depuis 4 ans. Ils n'ont plus de mandat depuis 4 ans. Et le groupe est tellement diminué. Abeka est décédé. Il y a un autre aussi, je pense, qui est là, qui n'est pas en place. 4 sont malades. Donc finalement, qui se réunit à la hack là-bas pour sanctionner les journalistes? La même hack que vous voyez là, elle fabrique des cartes de presse à des individus qui sont des agents de renseignement. Qui n'ont pas le statut de journaliste. Hein. Mais on leur donne des cartes de journalistes. Ils ont des cartes de presse. Alors, ils se déguisent en agents de renseignement. La hack que vous voyez là, ils font des cartes de presse à des individus qui passent pour des agents de renseignement. C'est ce que cette hack est devenue. Et donc, eux qui sont là-bas, on ne connaît pas parmi eux des gens qui ont fait de véritables prouesses journalistiques quand ils étaient dans leur fonction. Quand ils étaient journalistes, certains parmi eux là-bas, on peut chercher leurs articles, on peut chercher leur production journalistique. On va chercher, on ne va pas trouver. Ils n'ont pas été plus brillants que ceux qui sont dans la presse aujourd'hui. C'est eux qui détruisent les entreprises de presse. Parce qu'ils ont besoin de garder leur poste. Mais la hack ne les rappelle pas à l'ordre. La hack ne les interpelle pas. Mais plus grave, ils utilisent même des fake news pour faire des analyses. Ils diffusent des fake news pour faire des analyses. C'est sur New World TV qu'on a diffusé une fausse interview de Tigri. Ça n'a jamais existé. Mais ils ont diffusé ça. Mais la hack ne les a jamais interpellés. Parce que la hack connaît le propriétaire de New World TV. Donc eux, ils peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi. Parce que la hack les connaît. Il connaît le propriétaire de New World TV. Donc, monsieur Telou,
je ne sais pas comment il s'appelle, il est assis confortablement là-bas, flanqué de son ami Pierre Sabi Kasséré, et toute leur préoccupation, c'est de faire taire tous les journalistes qui critiquent le régime. Et parfois, ils vont même chercher de l'argent pour faire ça. Et je prends la responsabilité de le dire. Les gens qui sont à la HAC, ils vont prendre l'argent chez des opérateurs économiques pour sanctionner des journalistes. Ils vont prendre de l'argent chez des ministres pour sanctionner les journalistes. Et pourtant, la fonction qu'ils exercent leur interdit ça. Ils vont prendre de l'argent chez des gens qui sont mis en cause par des journaux pour amener ces journaux à faire des droits de réponse ou tout ça. Oh bien, regarde. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens à la HAC. Leur méthode, c'est le bitos. Ils appellent des ministres pour dire, monsieur le ministre, tu as vu l'article qu'on a écrit sur toi? Il faut envoyer une plainte, on va le convoquer. Monsieur l'opérateur économique, vous avez vu l'article que tel journal a écrit sur vous? Il faut envoyer une plainte, on va le convoquer. Et ils vont après prendre de l'argent chez ces gens-là. C'est ce que la HAC est devenue. C'est devenu une institution hémiplégique. Il y a ceux qui sont décédés, qui n'ont jamais été remplacés. Il y a ceux qui sont malades, certains ont fait des AVC, ils n'ont même plus l'usage facile de la parole. Mais chaque ils viennent, ils s'asseyent là-bas et ils sanctionnent les gens. Ils sont hors mandat hein, depuis 4 ans. Ils sont hors mandat depuis 4 ans. Ils n'ont plus de mandat depuis 4 ans. Et le groupe est tellement diminué. Abeka est décédé. Il y a un autre aussi, je pense, qui est là, qui n'est pas en place. 4 sont malades. Donc finalement, qui sont réunis à la HAC là-bas pour sanctionner les journalistes? La même HAC que vous voyez là, elle fabrique des cartes de presse à des individus qui sont des agents de renseignement. Qui n'ont pas le statut de journaliste. Hein. Mais on leur donne des cartes de journalistes. Ils ont des cartes de presse. Alors, ils se déguisent en agents de renseignement. La HAC que vous voyez là, ils font des cartes de presse à des individus qui passent pour des agents de renseignement. C'est ce que cette HAC est devenue. Et donc, eux qui sont là-bas, on ne connaît pas parmi eux des gens qui ont fait de véritables prouesses journalistiques quand ils étaient dans leur fonction. Quand ils étaient journalistes, certains parmi eux là-bas, on peut chercher leurs articles, on peut chercher leur production journalistique. On va chercher, on ne va pas trouver. Ils n'ont pas été plus brillants que ceux qui sont dans la presse aujourd'hui. C'est eux qui détruisent les entreprises de presse. Parce qu'ils ont besoin de garder leur poste. C'est eux qui appellent les ministres pour dire, monsieur le ministre, il y a un journal qui est sorti qui a dit ça sur vous. Envoyez une plainte, on va le convoquer. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est eux, après avoir invité ou convoqué M. Amemavor pour lui donner des conseils, viennent dire aujourd'hui qu'il n'est pas journaliste, donc nous ne pouvons plus traiter son sujet. Parce que Mme Kouigan, ça c'est un autre phénomène, et elle a réduit le ministère de la communication à de la propagande. Donc il y a des gens qui sont sur Twitter, il y a des gens qui sont sur Facebook avec des faux comptes qui insultent des activistes. Ça, c'est le travail du ministère de la Communication au Togo. C'est comme le ministère des Sports. Ils ne font plus autre chose que ça. Ils sont dans le minimum. Donc, pour eux, les fonds qu'ils obtiennent, les budgets, c'est de créer des faux comptes. Vous imaginez qu'il y a des gens au Togo qui ne peuvent pas défendre le régime à visage découvert sur les réseaux sociaux. Donc, on leur crée des faux comptes. Généralement, ils prennent des noms des femmes. Donc, on leur crée plein de faux comptes sur Twitter. Ils sont là pour s'attaquer aux gens. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas défendre le régime à visage découvert. Si le régime avait quand même un bilan, ils allaient défendre le régime à visage découvert. Donc, ils ont des bureaux au ministère de la Communication. Ils ont des bureaux aussi ailleurs. Sandra aussi a son groupe. Je vais revenir sur le groupe de Sandra. Elle aussi, elle a son groupe de communicants. Ils sont sur la toile. Ils racontent des conneries. Et donc, tous ces gens-là, c'est d'insulter ceux qui critiquent le régime et tout ça. Et donc, la HAC ne voit pas ça. La HAC ne voit pas ça. La HAC est prête à livrer des journalistes à leur bureau. Et pourtant, la mission première de la HAC, c'est de protéger les journalistes. Aujourd'hui, ils sont une institution réduite à 6 ou 7 personnes. La plupart sont malades. Et 10 heures, ils vont la dormir. Ils viennent au boulot à 10 heures. Ça, c'est la HAC, ça. Quand ils sont à la maison, quand ils ont chaud dans leur maison, ils viennent se coucher à la HAC. Ils mettent les 2 pieds sur la table et ils allument le climatiseur. Jusqu'à 16 heures, ils retournent chez eux. C'est une maison de retraite. Il a été enlevé le 29 décembre 2025 à Kanté. Non, 2025 à Kanté, par des individus encagoulés. Et selon les témoignages qu'on a pu crâner de part et d'autre, les gens le prenaient pour... non, c'est quelqu'un qui... il faisait de la satire. Hein? Il faisait de la satire pour ceux qui ont fait le théâtre. Vous savez, la formule célèbre, castigare ritendo mores, corriger les mœurs en riant. Donc, il faisait de la satire, juste en dénonçant les faits de société qui puissent permettre aux dirigeants de corriger les choses. Et ça,
comme ce qu'a Memavo est en train de faire les capsules, ça dérange. Donc, ils ont sauté sur lui un soir, alors qu'il était revenu d'un petit boulot. C'est un coiffeur, il est parti coiffer quelqu'un. Il est revenu, il n'avait même pas de quoi manger. Il a pris son gari le soir-là, il a mis dans l'eau, comme on le fait tous pendant les moments de galère. Il a mis le sucre dedans. Le gari n'a même pas encore monté quand les encagoulés ont cassé sa chambre, ils sont tombés sur lui pour l'arrêter. Et je rappelle que c'est un jeune qui a une licence en anglais. Vous imaginez? Il a une licence en anglais, faute d'emploi, il est parti apprendre la coiffure. Pour pouvoir vivre, il a une licence en anglais. Vous voyez? Il est parti apprendre la coiffure pour pouvoir vivre. Donc, il fait ses petites vidéos sur TikTok et voilà, il n'est pas méchant. Donc, ils sont partis l'attraper, ils l'ont gardé. Il n'a même pas eu le temps de boire son gari qu'il a mis dans l'eau. Ils l'ont gardé à la gendarmerie de Kara Sud là-bas, une nuit, donc le 29. Le 30, ils l'ont déplacé dans une brigade anti-gang dans un autre quartier de Kara, où il a été soumis à un interrogatoire. On lui a posé des questions, qui te finance, qui te donne l'argent pour faire telle vidéo. Ils ont pris son téléphone, ils ont déverrouillé le téléphone, ils ont vu quelques numéros étrangers. Bon, il a des cousins ou des cousines à l'étranger qui l'appellent souvent. Rien de grave, ils n'ont rien trouvé de grave. Ils ont bien vu comme ça. Vous faites les besoins. Là-bas, il y a un pot là-bas, vous faites les besoins. Et puis le matin, vous portez je sais pas comment dire, vous portez la culotte pour sortir l'urine et les caca pour aller jeter. Ça, c'est au Togo, hein, 2026. Donc, à la merci, bien sûr, des moustiques et tout ça. Et donc, il est resté là-bas au moins plusieurs jours. Donc, il y a un gendarme qui est arrivé pour l'interroger, lui poser des questions et tout. Comment tu connais celui-ci? Comment tu connais celui-ci? Et puis après, on lui demande, oui, pourquoi tu critiques je sais pas, on lui dit, mais lui dit que lui, il fait les critiques pour que les choses s'améliorent. Il dit non, on dit non. Pourquoi tu ne demandes pas audience au PC pour le voir, pour dire ce qui ne va pas? Comme ça, le PC va arranger les choses. Et tu fais les vidéos sur TikTok. Ça veut dire que c'est les gens qui te donnent de l'argent pour insulter le régime, alors qu'ils n'insultent pas le régime. Après, on lui demande pour dire qu'on emploie beaucoup de faux diplômés à sa affaire. Donc, il a fait une vidéo pour interpeller ce monsieur et lui dire aussi pourquoi ils n'investissent pas chez eux à Kanté, qu'il y a la pauvreté à Kanté. Donc, on lui demande quel problème tu as avec le directeur de SAFER, monsieur le DG de SAFER. Visiblement, c'est par vous qu'on est passé pour arrêter le monsieur Tayo. Mais si vous ne le libérez pas, on sait comment vous gérez la SAFER de façon catastrophique. Nous allons tomber sur vous, grave. Parce que si ce garçon ne sort pas, nous allons tomber sur vous. Et il y a des éléments factuels pour tomber sur vous. Ça fait plus de 10 ans, combien d'années que vous êtes à la SAFER, vous faites des magouilles, vous vous êtes enrichis, on le sait. Mais maintenant, on va mettre les projecteurs sur vous. Vous voyez? C'est ce qu'on va faire. Parce que, visiblement, au-delà de ce qu'on reproche à M. Tayo, c'est votre plainte qui a entraîné son arrestation. Donc, ils sont venus l'arrêter à Kanté, ils l'ont encagoulé. Et ils l'ont amené à Kara. Et quand on devait le déplacer de la gendarmerie qui est de l'autre côté vers le campus, vers la brigade anti-gang, ils ont encore mis les cagoules. Donc, ils ne savaient pas là où on l'amenait. Vous voyez? Et donc, après, ils ont fait un premier PV. Quand le PV là ne les arrangeait pas, ils ont fait un deuxième PV. Et ils n'ont même pas permis de signer de lire le PV. Il a signé. Il a signé le PV. Et puis, ils sont partis le jeter en prison civile de Kara. Donc, après, il y a un juge d'instruction qui est venu l'écouter et qui lui dit que, bon, voilà les chefs d'accusation, outrage à autorité.